voyez la mise de l'autre côté? Qui? Angelina Roberts? Eh ben, elle veut lâcher un virus mortel. Et ça va tuer les petits pauvres comme nous. Parce qu'elle pense qu'on est que des sous-merdes. On est la queue, c'est vrai qu'on est des sous-merdes. Ouais, parle pour toi, Pete. T'es fiché comme délinquant sexuel. C'est pas un compliment. Alors, on est des sous-merdes. C'est ce qu'on est. Eh ben, je vais vous dire 2 ou 3 trucs sur les sous-merdes. C'est des sous-merdes qui ont construit les hôpitaux qu'ils veulent fermer aujourd'hui. C'est des sous-merdes qui meurent sur les fronts des guerres que ces bâtards de puissants ont déclenchées. C'est des sous-merdes qui font vivre la franchise Fast and Furious. Alors je vous demande d'être à nos côtés maintenant. On va envahir ce putain de terrain. Ouais! Et le monde devra savoir que nous, les sous-merdes, on se laissera jamais torcher sans broncher. Now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut la famille et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 37. Cette semaine émission Sissi, la famille, Grand Guignol et Gros Patapouf. On est à la recherche d'un pilote qualifié, alors si vous pensez l'être, montez dans notre caisse, on est un taco supersonique qui en jette. Alors chauffez-nous et chauffez-nous partir, go go go, fermez-la et pilotez. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est le mieux que les autres. Et donc vous l'aurez peut-être compris via cette francisation d'une chanson de Rihanna, Shut Up and Drive. Donc nous allons parler de famille et de pilotage à l'occasion de la sortie mercredi dernier, on l'attendait bien évidemment, du nouveau film de Louis Leterrier, mais surtout du nouveau film de la franchise The Fast and the Furious, donc Fast 10, qui vient de sortir. Fast X. Fast 10. Et ensuite, pour rester dans la thématique de la famine, nous allons aussi parler d'une autre sortie récente. Ça faisait longtemps quand même qu'on avait fait 2 sorties récentes. Donc, L'Exorciste du Vatican de Julius Avery avec Pat Russell Crowe. Et pour parler de ce joyeux programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche. Il y a carrément Floret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a aussi le Dr Erwan. Bonsoir JB. Bonsoir. Bonsoir. Non mais c'est bien, je le prends pas du tout pour moi. Bonsoir à tous et à toutes. Hein. Et donc, excusez-moi, je suis un peu excité évidemment de le revoir parmi nous, notre spécialiste du badaboom des voitures et des carnages sur grand écran, c'est JB. Bonsoir JB. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Très heureux de vous revoir dans cette émission pour parler d'autre chose que de petits Mickey, de machin comme ça, mais nous parlerons bien évidemment de cartoonisation du réel une fois de plus. Et à la mise en son de cette émission, il y a bien évidemment Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc voilà, ce sont les forces en présence et sans plus tarder, avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Agenda local, donc demain à l'Arvor, il y a un double programme Tsukamoto avec les projections de Tetsuo 1 et 2, donc voilà, première séance à 19h30 et la deuxième à 21h, qui seront présentées par Alexandre Caoudal. Des films pas mal, excellents pour un premier date, n'est-ce pas docteur? Tout à fait, si vous voulez avoir mal à la tête aussi. Avec quelqu'un de super pour la présentation. Oui, exactement, ça va promettre d'être très chouette, donc on vous encourage évidemment à aller voir ou revoir les films de Tsukamoto. Puisque vous prenez la parole, mon cher Jean-Baptiste, c'est vous qui serez à l'honneur ce jeudi au TNB. Oh, j'avais oublié. Oui, non, mais je te rappelle en même temps que tu as voilà, que tu as des choses à faire. Donc, projection de Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki dans le cadre d'un cycle de films focus sur les films de Miyazaki et de Ghibli. Donc, et vous présenterez donc Princesse Mononoke, mais il y aura aussi d'autres choses autour de ça. Oui, parce qu'en fait, c'est un film qui s'inscrit dans le cycle cinéma et jeux vidéo du TNB, pour lequel on avait déjà fait une séance autour de Resident Evil et de la nuit dans le jour des morts vivants. Le jour des morts vivants. C'était oui. le jour. Non, oui, c'était zombie qu'on avait passé. Ah oui, le jour c'était à l'Arvor. Tout à fait. Et du coup là, on refait cela, c'est-à-dire que, alors je sais plus à
je sais plus à quelle heure c'est 19h, c'est ça? Vers 19h. Je sais plus. Donc Oui, c'est à 19h, exactement. C'est 19h, Oui. voilà. Donc, session de jeu commentée autour de Shadow of the Colossus de Fumito Ueda, donc jeu qui est sorti en 2007, je dis pas de bêtises, et remaké en 2015. Donc, on va jouer à ce jeu en live au TNB, discuter des images, le rapport aux images vidéoludiques dans leur rapport au cinéma. Et dans la foulée, donc, nous diffuserons le film de Miyazaki parce qu'il y a beaucoup de passerelles en fait à tisser entre ces deux œuvres. Le jeu de Fumito Ueda permettant d'éclairer le film de Miyazaki sous un angle assez original. Donc voilà. Donc voilà, ce sera au TNB à partir de 19h. On vous attend bien évidemment nombreux et nombreuses pour voir notamment, outre le film de Miyazaki, Jean-Baptiste. C'est En train de jouer. En train de jouer le Et commentaire en même d'essayer temps. de parler en même temps. C'est très difficile à faire. Ça va être très très compliqué parce que Jean-Baptiste n'est pas un Twitcher professionnel. Amateur éclairé certes, mais quand même. Sinon, sortie nationale, demain, il y a le nouveau film de Valérie Donzelli, L'amour et les forêts, avec Virginie Efira. Voilà. Ah bah pour toi Jean-Baptiste, parce que t'aimes bien les petits Mickey, il y a la version live action de La Petite Sirène par Rob Marshall. Ah, ça sort là. Oh Oui. là là. Ouais. Ouais. J'ai peur. Oui, ça a l'air nul à chier. Hein. En même temps, c'est un film de Rob Marshall, hein, je vous rappelle. Donc, ça promet. À peu près dans le même rayon, hein, des petits Mickey, la version live des Chevaliers du Zodiac. Ah, ça sort là aussi. Oui. Beaucoup de sorties. Je vois que Thibaut est intrigué, il fait des grands Non, pas yeux. du tout. Alors, putain. Voilà. Bah, si c'est comme celle de Dragon Ball. Ah oui, Dragon Ball Evolution. Non, mais j'ai vu la balance des Chevaliers du Zodiac, on dirait un peu les clips que faisait Gringe avec Orelsan, où ils étaient habillés en Chevalier du Zodiac. Oui, mais bon. Mais ils Là, avaient c'était pas un d'argent. hommage, et Oui. puis c'est un hommage qui était sincère. Et Là, cheap. Alors que là, bon, ça sent quand même l'argent. Hein. Non, Non, un c'est peu. pas possible. Pas sur les Chevaliers du je Zodiac. vais vérifier ça quand même. C'est connerie. Sinon, il y a un film dont nous parlerons la semaine prochaine qui sort avec Reda Kateb et Fat Benoît Magimel, Omar la fraise. Donc voilà, un film qui se passe en Algérie, qui a l'air super chouette et bien déglingos comme tout, où on dirait que Benoît Magimel reprend son rôle de pacifiction de Albert Serra, mais avec plus de drogue. Ok. Moi, je suis vendeur. Sinon, j'ai noté 2 films. Ah, t'es plutôt acheteur. Oui, voilà. C'est plutôt eux qui sont Oui, vendeurs. oui, Enfin, voilà. ouais. Oui, c'est vrai. Histoire que nos auditeurs soient pas confusés par ce qu'on raconte. non Oui, ça plus, marche quoi. comme ça, l'offre et la Voilà, demande, je c'est sais plutôt, plus. voilà. Sinon, 2 films que j'ai notés parce que les noms me font rigoler. Il y a La Maleta, qui en espagnol veut dire la Oui, petite j'ai vu mallette. la bande-annonce. Et alors Bah, homme normal, vilain gangster, femme oui. en danger. Ah, excellent, formidable. Voilà, Validé, tamponné, Mexicain double tamponné. ou espagnol, je sais pas. Ah. C'est hispanique en tout Ah, cas. si c'est mexicain, j'y vais, espagnol, moins sûr. C'est hispanique. Je dirais que c'est mexicain. Sinon, il y a un film que là, vraiment, j'ai noté pour le titre, ça s'appelle L'odeur du vent. Je crois que c'est un film iranien et qui est pas du tout. C'est un film iranien super contemplatif qui a rien à voir avec les paix. Oui, je me doute Voilà. bien. C'est pas non plus une suite de phénomènes de Shyamalan où le vent tuait les gens. Ah, mais non. dommage. Et bah sinon, pour JB, qui est là, c'est vraiment une émission de esthète. Il y a le nouveau film de Patrick Lussier, Playdead, le réalisateur de Dracula Je l'avais 2000 oublié, et lui. de Helldriver, qui est Ah, probablement là, son là. meilleur film. Oh, mais Ah oui. Driver, c'était vraiment Ah, cool. ça, c'était Helldriver. Driver, c'est quoi ça? Helldriver 3D avec Nicolas Cage. C'est un film de bagnole avec Nicolas Avec Cage. Nicolas Cage, avec Et William Robert- Fichtner, Amber Heard, Ah, oui. William Fichtner qui joue le diable, et Mm, puis c'est Nicolas Cage Ah ouais Ah ouais. qui fume des cigares en baisant les meufs. Il Ah tire ouais. les gars. Vulgarité incroyable. Ah ouais. Mais vraiment incroyable. Mais d'une belle- Hellfire. Ouais, d'une bonne vulgarité. Euh, Helldriver. Helldriver, Ouais. ça veut dire rien du tout. Patrick Ah, sorti Lussier, en surtout. 2011. Patrick Lussier. Meilleur cinéaste du C'est un monde. Canadien, non? Non, même pas. Non, c'est un Américain probablement. Patrick Lussier. Et qui Pas était le monteur à la Lussier. base de Ouais. formation. Mais déjà mauvais monteur, donc du coup il y a une C'est cohérence. pour qui Et c'est C'était le quoi monteur de qui déjà Je sais plus, mais son premier film c'est Dracula 2000 Wes quand même. Craven. Ah oui, pour Wes Craven. C'est ça, Wes c'est le monteur de Wes Craven. Craven. ouais. Ouais. Et alors, c'est quoi son nouveau film? Play Dead. D'accord, ok. Bon, probablement un truc de zombie ou de fantôme. Ouais, ok. Classique. Mais l'intérêt n'est pas là, enfin c'est Patrick Lussier. Non, non, ouais, non, bien sûr. Donc voilà, ce Il a sont un les nom de choses qui sortent. réalisateur de films de boules des années 80, produit Oui. par Eurociné, quoi. Oui. Patrick Lussier. Tu vois. C'est pas qu'on dirait un pseudo. Ouais, t'es avec dans le premier rôle, Gaëtan Jambard. Voilà, c'est un peu ce genre-là, quoi. Bref. Voilà, donc ce sont les choses qui sortent. Bon, bah c'est génial. Il y a aussi le film de Maïwen qui est sorti il y a pas longtemps. Ah oui, j'ai vu ça. Jeanne Dubarry. Voilà, Mm. avec Johnny Depp. Johnny Depp et elle-même. Ouais, Ah ouais. Ça a l'air méga bien. Bah écoute, si tu vas le voir, tu me dis Non, non, qu'on non, n'en parle pas. hein, mais, non, j'irai sûrement pas voir ça, non. Non, Misogyne. j'ai réussi à éviter les films de Maïwen jusqu'à maintenant, c'est pas maintenant que je vais commencer, quoi. Oh. Ouais, faut pas que je dise trop ça parce que sinon elle va me taper dessus. Elle va te cracher dessus elle va me comme, taper dessus, comme ouais. Eddie Plenel. Ouais, mais lui c'est parce qu'il a mis une main au cul, c'est pour ça. Parce qu'il a une moustache. C'est ça, c'est un truc Voilà, comme ça. Staline. Bref, Il a dû faire un truc pas cool. donc voilà, on va s'arrêter là. On va passer à la section critique de cette émission en écoutant, bien évidemment,
la meilleure chanson du monde. Money will come and go. We know that. The most important thing in life will always be the people in this room. Right here. Right now. Salute me, familia. Salute. Vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc, bien évidemment, c'était Danza Kuduro Don featuring Vincenzo, que, rappelons-le, pour ceux qui auraient la mémoire courte ou le manque de goût, qu'on l'entendait évidemment à la fin de Fast Five de Justin Lin, sorti en 2011 et qui avait définitivement relancé la saga The Fast and the Furious, initiée en 2001 déjà, ça ne nous rajeunit pas, par Vin Diesel et son âme damnée Neil H. Moritz, les véritables maîtres d'œuvre de ce film, puisque le metteur en scène Rob Cohen... Oh, il y avait quand même du Rob Cohen. Il y avait quand même du Rob Cohen, son montage cubiste peut-être, dont il parlait. Et donc c'est vrai que pour plusieurs membres de cette émission, ce qu'on appelle communément la famille, ou Las Bandoleros... Oui, c'est ça, c'est la même chose en fait. Oui. D'accord, ok. C'est donc une saga dont nous parlons régulièrement depuis le 5, voire le 4, je ne sais plus, dans cette émission. Depuis au moins le 5. Quand on est parlé assez tôt. Oui, depuis au moins le 5, mais voir le 4. Je me souviens de votre enthousiasme ouais. délirant. Parce que donc, si on a fait un peu d'égo-histoire du rapport des membres de certains membres de cette émission, certains, oui. voilà, à la saga Fast and Furious, on est allé le voir avec tout le crew, toute la team, toute la famille. Donc JB ici présent, il y avait l'ancien grand timonier Air Force One Flockley, il y avait Thibaut, je crois bien, il y avait voilà, tout ça, toute la famille était là. On pensait tous aller voir une petite merdouille d'action un peu sympathique avec des culs rebondis et du tuning. Et là, patatras, qu'est-ce qu'on a vu? Le meilleur film du monde. Le meilleur film du monde. Tout d'un coup, le film est parti sur... dans une stratosphère de kiff et de fun. On est ressorti là, émoustillé comme tout, trop content d'avoir vu des hommes super musclés foutre des gros coups de tatane, des grosses bagnoles qui font vroom vroom, des gros curbondis qui font plaf plaf. Bref. Mais en fait, Fast and Furious 5 était ce que Expendables aurait dû être. Exactement. Ouais. Un film d'action avec des gros bras qui font des trucs de bœufs, mais bien faits. Tout à fait. Et donc, en fait, il était déceptif par rapport à ça. C'est ça qui nous avait plu. Exactement. Et donc là, c'est vrai qu'on a traité de tous les films de la saga, y compris donc le spin-off tout pourri Obscene Show avec Statham et The Rock sorti il y a 4 ou 5 ans. Donc c'est vrai que le 5 nous avait enthousiasmé, le 6 nous avait beaucoup plu, on en avait beaucoup parlé sur le caractère sériel de la saga qui revient d'ailleurs dans ce Fast 10. Le 7 nous avait ému, on peut le dire. À la fin, on a tous pleuré à la fin pour les raisons extra-diégétiques. Donc la mort de Paul Walker qui est mis en scène de manière imagée pour donner au personnage une porte de sortie dans la fiction tout en n'acceptant pas sa mort. Et c'est évidemment le fantôme de Paul Walker n'a cessé de traverser du coup le reste de la saga, et évidemment les propos de Vin Diesel qui reste le seul maître à bord de sa saga, de sa franchise, qu'il essaye contre vents et marées et contre tous les avis de continuer, puisque donc la Fast 10 signe le début de la fin de la saga, mais il reste encore 2 films, donc c'est quand même une fin qui démarre mollement. 2 films, oh là 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 là. 2 films. Il a confirmé ou pas? Oui, il a confirmé évidemment. Parce que moi je pensais qu'il en restait qu'un. Non, Tu m'as dit bon, ok, d'accord, c'est un film en 2 parties, c'est la fin, machin. 2 autres, il reste. Mais qu'est-ce qu'ils vont raconter dans les 2 autres? Ça, ils arrivent toujours à se renouveler, parce que la famille a quand même beaucoup de problèmes, d'autant que la famille s'agrandit une fois de plus donc dans ce Fast 10 qui suit donc, comme son titre l'indique habilement, Fast 9, dans lequel Dominic Toretto, donc Vin Diesel, faisait une sorte de réunion de famille avec son frère dont on n'avait jamais entendu parler, incarné par John Cena, qui, comme tous les méchants du film précédent, devient un gentil, et là un genre de tonton cool qui part faire du kayak avec le fils de Vin Diesel. On peut pas résister à la famille. Ah oui, c'était un méchant avant lui. Exactement, c'est un méchant, évidemment, enfin... Mais je suis le candide. Mais comme Statham dans le 7, Luke Evans dans le 6, The Rock dans le 5, un genre d'antagoniste, mais qui à la fin deviennent membres de la famille. Et donc de quoi que ça cause? Eh bien, le film essaye de raccrocher les wagons avec, comme on le disait, le meilleur film de la saga, donc Fast 5, puisque le fils du méchant incarné par Joaquim de Almeida dans Fast 5 est là... Acteur qu'on a vu chez Manuel de Oliveira. Oui, le grand écart. Comme quoi. Donc là, dont le fils est incarné par Jason Momoa, qui est très très content d'être là et de manger des tacos, et qui donc se décide de venger de la famille de Vin Diesel qui a fait mourir son père, même si son père c'était un fils de pute, c'était quand même son papa, parce qu'une fois de plus la famille c'est important, et donc il va décider d'aller foutre la merde dans toute la famille de Vin Diesel, qui vont devoir se réunir, se défendre, se protéger et surtout faire péter des trucs.
Exit Justin Lin, qui était à l'origine de la résurrection de la saga, on va dire, avec à partir de Fast 4, puisque donc il le mettait en scène. Il avait laissé sa place sur le 7 pour James Wan. Le 8. Le 8, F. tout Gary pourri, Gray. F. Gary Gray. Il était revenu pour le 9. Quel enfer. Justin Lin avait commencé à travailler, à tourner même sur Fast 10, mais l'ego de Vin Diesel étant tel, je pense que même lui finit par lâcher l'éponge. Et donc, on se dit, tiens, il nous faudrait quelqu'un pour mettre ça en film un petit peu rapido presto. On appelle qui ? Louis Leterrier. Étant donné que Mathieu Kassovitz, il veut plus. Ouais. Voilà. Ça, Vin Diesel, parce qu'il a des pudeurs de gazelle, Mathieu Kassovitz. Alors que Louis Leterrier, mercenaire français, Cocorico s'il en est, qui a donc a commencé dans l'écurie Besson avant de faire des films aux Amériques comme Insaisissable, The Grimsby Brothers, le fabuleux Grimsby Brothers. C'est une sorte de remake du Transporteur, qui est son premier film, il me semble, de Terrier. C'est une sorte de remake XXL. Oui, un remake d'à peu près tout ce qu'a fait Louis Leterrier, qui donc des vagins d'éléphant, emballe ça, on va dire, avec son savoir-faire habituel, donc c'est-à-dire parfois intéressant, mais parfois limité aussi. C'est-à-dire que clairement dans les scènes de mano à mano, de baston, c'est vraiment pas le truc qui sait mieux le faire et qui l'intéresse. Alors que dans le reste du film, je trouve qu'il arrive, pour le coup, contrairement au 8 qui était tout pourri et au 9 qui était quand même un peu relou, il arrive à emballer avec une certaine légèreté et un esprit presque joyeux la suite des aventures de la famille, où donc on nous ramène encore plein de personnages qu'on n'avait jamais vus avant, mais qui sont liés à d'autres personnages qui sont morts dans la saga avant, qui viennent enrichir la famille, enrichir presque le génome familial donc de Fast and Furious, dans lequel essaye de briller de mille feux le gros Vin Diesel avec son cou atrophié et avec un look à chaque fois de plus en plus improbable. Moi, je pense que je vais couper les chemises de mes vestes en jean pour être comme Vin Diesel et pouvoir me parader avec une super classe dans la rue. Donc JB, vous êtes comme moi un fervent adepte, on l'a vu ensemble, on a quand même bien rigolé ensemble, c'était le plaisir de partager un moment de cinéma avec la famille avant d'aller boire une excellente Corona bien fraîche, bien évidemment, parce que quand même Fast Five, faut bien dire que c'est le film qui est un peu à l'origine de cette passion défiante pour la Corona. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Oui, voilà, c'est parce ça. que je me disais quelle autre raison. À ton avis, cette croix elle vient d'où? Mais voilà, quelle autre raison effectivement pour ça. Donc voilà, alors Jean-Baptiste, c'est un peu déçu parce qu'on peut dire que le film est semi-merdeux mais quand même sympathique. Bah en fait, c'est ça, c'est le côté si vous êtes chez vous, si vous êtes un cinéphile pervers et déviant comme nous le sommes, vous allez kiffer, évidemment. Allez le voir entre copains et allez boire une Corona derrière. Et oui, ou même avant, garantit que ça va être super. Voilà. Mais il faut quand même à un moment donné redescendre un peu sur terre. Depuis l'épisode 7, bon, la saga est quand même sur une pente descente. Sans vouloir faire de mauvaises blagues, ça patine. Ça patine, ouais. Et là, quand même, le 10, c'est quand même pas bon. Faut quand même être honnête. C'est mieux que le 9, moi j'ai trouvé. Mais moi, je suis pas d'accord. Je préfère moi, je suis le 9. d'accord avec moi-même. Je trouve que le 9, les séquences d'action sont plus nombreuses et plus généreuses. Et là, pour le coup, il y a une séquence d'action qui est vraiment cool. Les autres sont un peu de la redite. C'est quand même la séquence sur le pont à la fin. C'est un peu la séquence du 6. Sur le barrage. Du barrage, mais non, avant la course-poursuite, c'est le 6 en fait. Et il y avait la poursuite avec le char d'assaut. Oui, c'est ça. Voilà. Mais alors, du coup, c'est aussi ça qui est intéressant. Dans son semi-ratage, voire total ratage, si on devait être honnête totalement. C'est le thème de la reprise et c'est ça. De la nostalgie en fait des propres débuts de la saga. Le film s'inscrit vraiment dans une forme de début de trilogie finale, très clairement, où on va revisiter les films du passé et où étrangement, ils ont compris quels étaient les films qui avaient vraiment plu, parce que le film s'ouvre quand même sur une citation in extenso du 5, où on va comprendre que dans les interstices du montage, qui était trop rapide, bien sûr, pour nous, pauvres mortels, il y avait un personnage qu'on n'avait pas vu et qui apparaît comme ça. Et quel personnage Quel personnage de Jason Momoa, incroyable, et qui du coup va en fait dévorer le film. En plus, Momoa a une sorte d'obsession pour la famille, qui se retrouve dans l'obsession de Vin Diesel pour sa propre saga. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de la revisionner, de la revoir, de revenir en arrière avec des images, etc. qu'il cite. Des flashs. Et le personnage de Momoa va lui-même avoir des images de la famille. Il va avoir filmé ou pris en photo Toretto, donc en train de faire un barbecue. Je ne sais plus quelles images il y a dans sa base secrète, une espèce de garage. Dont certaines d'ailleurs, on se demande comment est-ce qu'il les a obtenues. Oui, c'est les photos de tournage, enfin. Parce que c'est mais c'est pas possible. Le mec, il a la photo, elle est prise à 2 mètres. Comment vous avez pas vu ne pas voir le objectif. Comme pour Top Gun Maverick, où les photos qui sont sur les murs sont des photos du film. C'est absurde, en fait. Tournage du film. Voilà. Donc c'est un peu le même esprit nostalgico-débile, mais qui finalement est assez cohérent avec ce que le film raconte concrètement, quoi. C'est-à-dire à la fois avec cette obsession du personnage, avec l'obsession de Vin Diesel pour sa propre saga, parce que finalement c'est le dernier film qui lui reste pour s'accrocher au sommet du box-office, parce que tout ce qu'il fait à côté foire lamentablement, excepté genre
les gogoles de la galaxie, mais encore dedans, il a juste un petit second rôle où il fait Groot là. Et sinon, on voit pas sa gueule. Non, voilà. on voit pas, Donc c'est vrai on qu'il a voit plus que les Fast and Furious encore pour le faire briller, on va dire, et rester accroché. Mais on est vraiment sur la variation sur un même thème, clairement. Hein. Je veux dire que pour le coup, les séquences sont des remakes quasiment. Donc on a la séquence Des du 6 à la reprises, des fin, remakes. la meilleure séquence du film qui est quand même celle qui se passe à Rome, voilà. Rome, ouais. Avec une espèce Avec de une bombe boule géante qui refait complètement la scène du coffre-fort dans le 5. Séquence qui accentue et exacerbe la dimension cartoonesque de cette saga, qui est déjà un des trucs qui me plaisait. Là, pour le coup, on y est. On est des Bibi le coyote, quoi, avec cette espèce de bombe géante qui détruit la ville. Ouais, moi j'ai pensé à ça à plusieurs reprises. Donc ça, c'est assez même amusant. Jason Momoa, la manière dont il joue, c'est vraiment la manière dont il est c'est du méchant des futales en soi, mon Dieu. dessin animé, voilà, c'est un méchant de dessin animé, quoi. Donc ça, c'est pour le côté positif. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé d'intéressant, ce que le film pouvait avoir à dire au-delà du spectacle, moi j'ai toujours trouvé ça cool sur les Fast and Furious, c'est qu'il y avait toujours des choses à dire au-delà du spectacle. C'était des films qui réfléchissaient leurs conditions, mais de façon complètement inconsciente, quoi. Je pense que personne sur le tournage de film se pose des questions théoriques sur le cinéma. Non, ça reste comme du film de bœuf, quand même. Hein, ouais, complètement. Mais on arrivait toujours ici à tirer un fil, voilà. Et il me semble que ce film-là permet aussi de le faire. Sauf que, pour le coup, le spectacle, je le trouve un peu inférieur au reste. Et, tu veux dire qu'il y a trop de psychologie? Ouais, il y a trop de psychologie. Attends, les phrases incroyables de ce film, les leçons, les punchlines de Vin Diesel à son gosse, c'est mon Dieu, quoi. Et alors, le truc, c'est que ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait, et ça vous a tous manqué. Je vais faire une JB. Oui. Car l'ouverture du film, faut-il le rappeler, c'est un plan de cinématographie virtuelle. Donc vraiment une caméra libérée, joystick qui part dans tous les sens, etc. Qui filme pas une séquence d'action. Qu'est-ce qu'elle filme, cette caméra virtuelle? Des billets. Du pognon. Du pognon. Des montagnes de billets. Et la caméra, elle va là-dedans à fond. Et putain, mais c'est une note d'intention. C'est qu'en gros, on nage croule sous le pognon. Le film a coûté 340 millions, si je dis pas de bêtises. 340 je crois que c'est le 4e plus gros budget de l'histoire du cinéma. Wow. Et pour faire quoi? En fait, pour s'auto-filmer, pour filmer le fait qu'on a du pognon. Ça n'a aucun sens. C'est de l'autobranlette, quoi. Ils ont du pognon pour filmer le pognon. C'est comme une question que je me suis posée à chaque fois, parce qu'à chaque fois ils ont des bagnoles vivantes, mais je me dis, mais où est-ce qu'ils les trouvent? Mais ils ont beaucoup d'argent. C'est les leurs ou ils les louent ou ils font quoi? Par contre, JB, tu vois, on va dire, sur le terme narratif du film, un des trucs qui nous manquait surtout à partir du 7, 8, 9, c'est le fait que c'était plus des hors-la-loi ou bien des outlaws comme dans le 5 et le 6 où ils faisaient un peu les choses par défaut. Là du coup, là du coup ils sont quand même un peu forcés de redevenir des malfrats finalement, ce qui manquait, je trouve, à la saga, ce côté un petit peu fuck you. Surtout que le chef de l'agence est un faux frère. Oui, donc, c'est ça. Là, on est vraiment dans Mission Impossible pour moi. Ils ont repris, en fait, on a vrillé vers le film d'espionnage, et puis d'un seul coup, ils disent, il faut quand même que ce soit des outlaws, donc ils reprennent la logique de Mission Impossible. En gros, à chaque épisode, ils trouvent un moyen pour que Mission Impossible soit vu comme désavoué, voilà, et devoir se débrouiller tout seul avec les petits gadgets qu'ils ont. Et là, c'est la même chose. Ils te refont le même truc où ils doivent trouver du matériel et ils doivent le trouver par eux-mêmes. À chaque fois, ils connaissent un mec. I know a guy. Quand tout le film, tous les films, c'est pareil. Dans le 6 que j'ai revu hier, c'est exactement la même chose. Mais oui, évidemment. Mais je connais un mec à Londres qui fait ça. Mais évidemment que tu connais quelqu'un à Londres qui peut vendre des flingues russes. Et c'est toujours méta, puisque à chaque fois, je connais un gars. Au bout d'un moment, on se dit, ok, c'est un mec de la saga qui a disparu, qu'on a vu auparavant. Donc évidemment, Jason Statham, etc. Donc c'est toujours assez amusant. C'est-à-dire que le gars qu'il connaît, c'est toujours celui qu'on a envie de revoir. Sauf bien sûr ceux dont on voulait qu'il revienne et on savait qu'il reviendrait pas. Pour tout le film, on s'est dit, pendant le générique, au début du générique final, on s'est dit. On divulgage ou pas? Je divulgage pas. Allez, je divulgage. On s'est dit que quelqu'un gâchait un peu la fête. Voilà, parce qu'ils se sont embrouillés avec Vin. L'autre gros bœuf à gros coups et avec ses gros tatouages de Samoa là, ils se sont embrouillés avec Vin pour des questions d'ego d'enfant quoi. On s'est dit non, il va jamais revenir. Et ça avait été annoncé en plus d'ailleurs que comme quoi The Rock avait dit niette, nique sa mère, moi je reviens pas. Sauf qu'on lui... T'as divulgaché, t'as fait des questions. Oui, c'est pas grave. De toute façon. Sauf qu'on lui a tendu un gros chèque, il a fait moi. Et on a eu quand même. Apparemment non. Apparemment, c'est Louis Leterrier qui l'a convaincu. Attends, Louis Leterrier. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a couché lui a montré avec. Le film. Le film était fini. Il a été voir The Rock. Il lui a dit, regarde mon film. Est-ce que tu veux pas être dedans? Il regarde le film. Ok. Eh ben comme quoi, tu vois que Leterrier il a des qualités. Après, et c'est entre ce qu'il raconte. C'est la légende, c'est la légende. Mais on a envie de croire à la légende, Jean-Baptiste. On a envie de croire à la légende. Quand la légende est plus belle que la réalité. Voilà, exactement. À la fin, il répare avec un petit bouc blanc d'ailleurs pour marquer les années qui ont passé. Évidemment, là, on s'est dit, God damn it, on va voir le suivant. Alors, vous, Docteur, qui est un peu
un Oui, puceau de Fast and un peu Furious. néophyte. C'est ouais. le premier que tu vois, donc t'avais Non, quand même... c'est pas le premier. C'est pas le premier. J'ai vu les 2 premiers, moi. Ah. Il y a longtemps. The Fast mais and genre au Furious, début et des années donc Too 2000. Fast, Too Furious. Voilà, il y a 20 ans, moi j'ai vu les 2 premiers. Alors c'est assez étrange parce que d'une part j'ai pas trop été perdu parce qu'effectivement on en parlait tout à l'heure, il y a des récaps qui sont assez clairs. Si vous avez loupé le début, le metteur en scène aussi. Voilà, j'avais quelques doutes sur qui c'était Charlize Theron dans l'histoire et Elle a c'est une qui coupe cette de cheveux vachement mieux que dans le précédent aussi. et c'est qui cette blonde qu'elle tue. Alors visiblement c'est une copine à Vin Diesel ou sa copine ou une copine. Ex-femme, la mère de son enfant, Elsa Pataki quand même. Ah oui. Mais son enfant, mais c'est pas le petit garçon, son enfant. Oui, mais c'est le fils de Elsa Pataki. Ah, mais je pensais avec que c'était le Vin Diesel. fils qu'il avait avec Michel Rodriguez. Non. Oh bah oui, mais alors bon, Mais c'est pour ça que t'as rien compris c'est compliqué aussi. la famille. Alors voilà, du coup, non, mais enfin bon, Famille bref. recomposée, famille Donc nucléaire. d'un côté, bon, la trame narrative est suffisamment, on va dire, simple pour que je comprenne à peu près quand même qui passe, qui c'est les Sympa, méchants, qui c'est les gentils. Mais alors, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, comme moi j'en ai loupé 8 en fait dans l'histoire. Et c'était assez intéressant de me dire, mais en fait, je retrouve exactement les mêmes trucs que dans les 2 premiers. Je me suis dit, ouais, bon, alors, ok, certes, il y a plus de moyens, il y a plus de le 2, boum, c'est quand même bien il y a pipou, plus hein. de, il y a Too plus Fast, de, Too Furious, il y a plus de, waouh, les voitures, elles peuvent pas faire ça en vrai. Il y a moins de Bon, tuning voilà. quand même aussi. Non, mais par contre, Il y a une séquence de mais tu tuning. sens, voilà, mais il y a quand même, il y a quand même les passages, parce que moi, Il y a des passages obligés. je regarde le film et je me dis bon, c'est bien gentil tout ça, mais alors ils sont où les mini-shirts et ils sont où les contre-plongées? Et bon, effectivement, il le fait quand même parce que tu sens bien que c'est quand même dans le cahier des charges de faire ça. Et ça fait plaisir à tout le monde. Tu sens qu'effectivement, tu sens qu'effectivement, et c'est toujours aussi vulgaire. Ouais, moi ça m'a gêné pour le coup. C'est toujours aussi vulgose que dans le premier. Ça, et un autre truc que j'ai retrouvé, moi, c'est un truc qui m'avait fait beaucoup rire dans Torque aussi, dans un film dans le même genre. La route sans flamme. La route sans flamme. De Et Joseph Kahn. qui sont les gros plans sur l'outillage. Alors sans vulgarité. Hein. Dans Torque, sur les, il y a sur les, aussi sur les, Matt sur les, Schultz qui jouait dans Fast 1 et 5. voilà, sur les fats de tu vois les gros plans sur les comment dire sur les boîtes de vitesse, les gros plans. Tu vois, ça c'était un truc les plans de où il démarre un truc à la fin et puis puis alors la caméra rentre dans les injecteurs et puis c'est la cinématographie virtuelle à fond, et ça c'était déjà un peu génial dans le 6 de Jean-Baptiste. C'était déjà ça dans les premiers. Dans le 6, il y avait ce truc Erwan avait théorisé sur l'accélération du montage par l'accélération sur la boîte de vitesse. Ah oui, et c'est vrai que il essaie de le refaire d'ailleurs. Ouais, Mais il le fait moins bien que Justin Lin. alors en termes de montage, c'est quand même. Alors le truc c'est que moi je trouve quand même que bon. Alors, évidemment, je regarde ça. Moi, je veux pas doucher votre semi-enthousiasme, mais effectivement, tu regardes. Enfin, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas. Et entre ça et l'exécuteur, l'exécuteur du Vatican, on va en parler tout à l'heure, mais voilà. Enfin, je me suis dit, ça faisait longtemps que j'avais pas raclé le fond du baril, tu vois, sur le plan scénaristique. Et effectivement, quoi, sur le plan scénaristique, bon, alors, outre que les dialogues sont quand même pas fins, quoi. Ça va à l'essentiel. Que Vin Diesel est quand même, moi, je trouve de plus en plus monolithique. Moi, rendez-moi le Vin Diesel des films de David Towie, hein, franchement, c'est vraiment Yannick dans ce stéroïde à chaque fois. Parce que là maintenant il a plus que on dirait en fait c'est une espèce de Nicole Kidman au masculin, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il doit être, je sais pas, il doit être botoxé ou un truc comme ça, il peut plus faire que 2 expressions de visage, c'est pas content et pas content du tout. Il a toujours pas content du tout, ça se fait sourire en coin quand même. Et pas content du tout, ça se fait en pinçant la lèvre. Voilà. Alors c'est le maximum qu'il peut avoir d'expressivité. Alors quelque part heureusement qu'il y a tous les autres. Alors effectivement, moi je reconnais, il y en a que j'ai trouvé plus sympa que d'autres. Comment dire, le coréen, je trouve très bien. Alors je sais pas les prénoms. Il fait pas grand chose pourtant, mais non, mais il est très bien, et c'est dommage. Tu vois, bon, j'étais très content de voir Jason Statham. Je comprends toujours pourquoi est-ce qu'il y a un mec dans son punching bag. À la fin du 9, mais je sais plus pourquoi. Voilà. Mais bref, voilà. Donc voilà, Jason Statham, voilà, toujours sympa. Bon, voilà. Par contre, Tyrese et Ludacris, c'était déjà pas des super bons rappeurs, c'est définitivement pas des bons acteurs. Oh, Ludacris, il est sympathique. Oui, il est même sympathique. Oui, il est sympathique. Voilà, mais tu vois, enfin, je veux dire, Exhibit, il est sympathique. Je vais pas regarder Pump My Ride pour autant, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, mais c'est mieux que Ja Rule, par exemple. Non, oui, c'est mieux que Ja Rule. Ouais, mais bon, là, tu tapes dans les rappeurs qui étaient déjà pas super, qui sont devenus des acteurs pas super. Tu veux dire que t'as préféré LL Cool J? Non, j'aurais préféré Busta Rhymes. Ah bah oui, putain, oui. C'est vrai que Tyrese, c'est de pire en pire. Ah oui, il s'enfonce. Et c'est pas drôle. Alors moi, je l'ai vu de la meilleure des façons, c'est-à-dire en VF. Et en VF, c'est pas drôle du tout. C'est-à-dire que tu fais, ouais, c'était la routine. T'as Pete Davidson qui apparaît pendant un moment, qui est pas drôle. Oui, qui fait un caméo, pas drôle. De mecs défoncés, évidemment, hein, bien sûr. Enfin voilà. Et en fait, le truc, je me suis dit, ça se fait pas chier quand même. C'est-à-dire, ça se fait pas chier au niveau du scénario, et quelque part, en termes de mise en scène, ça se fait pas chier. C'est-à-dire, ok, la scène à Rome, je reconnais que j'ai été diverti. La scène
la scène finale sur l'autoroute, pourquoi pas, c'est pas, j'en ai vu d'autres, mais enfin bon, pourquoi pas, c'est pas si mal avec les hélicoptères qui c'est pas mal, c'est improbable, mais c'est pas mal. Par contre, les introductions, les transitions de scène, oh là là, mon Dieu, les plans avec de la mauvaise musique. Oh non, alors là, de la mauvaise je m'inscris en faux. C'est dégueulasse. Ça fait des plombs qu'ils ont pas eu une aussi bonne bande son. À part les 2-3 morceaux de rap en portugais et en italien qui sont à peu près sortables. Vin Diesel en plus, il connaît bien son public parce que pour le coup c'est bourré de reggaeton et de trucs de latino-américains. Il y a quand même J Balvin, mon petit pote, qui est la plus grosse resta de toute l'Amérique du Sud, qui chante la chanson titre Toretto, qui est mortel. Philippe Torton. Philippe Toretto en ce moment, il est sur scène, il est en Marcel, comme Dominique Toretto. Il fait Charlotte Bergerac, mais en Marcel. Non mais voilà, et alors le truc c'est, tu vois, moi le truc qui m'a vraiment frappé, c'est les introductions de ville. Où c'est calé, où c'est Mickey Mouse à mort sur la musique, quoi, où c'est vraiment synchro sur la musique avec des espèces de vieux fondus au noir très courts comme ça, qui revient. Ah mon Dieu, c'est laid. Oh que c'est laid comme montage, que c'est vilain, Ah mais le font dans tous, ça pour le coup, c'est genre une trademark de la saga. Autant les scènes d'action effectivement, il y a des trucs pas mal, moi je trouve que c'est un peu fouillis en termes de montage. Moi je trouve il y a des moments où je comprends pas grand chose. Il y a des moments, ça va, grosso modo ça a l'air, mais il y a quand même des moments où j'avais un peu de mal à comprendre ce qui se passe. Ça garde la trace de sa production chaotique où t'as un metteur en scène qui se barre au bout de 2 semaines et l'autre récupère le truc pour essayer de faire ce qu'il peut. Oui, surtout pas de réal pendant un certain temps. La séquence de baston entre les deux filles. C'est Vin Diesel qui l'a filmé. Voilà, il y a pas de réal. C'est pas la pire. Elles ont chorégraphié elles-mêmes, je crois. C'est pas génial, mais c'est pas la pire scène. C'est ridicule. Mais par contre, voilà, en termes de comment il l'amène la séquence. Non mais voilà, c'est totalement. Et puis alors, moi il y a un truc qui m'a. Alors par contre, ça m'a beaucoup fait rire moi ça dans le film. C'est qu'en fait les personnages. Alors je me dis, putain, il y a vraiment du bif entre ces personnages parce qu'en fait, tu ouvres une porte. Puis là t'as des mecs du gouvernement qui arrivent. Puis à la fin les mecs sont potes et tu fais c'est ça, c'est comme ça. C'est quoi alors je sais bien que c'est la famille et tout, que c'est censé être complexe. Enfin, voilà, je trouve que c'est quand même un peu bœuf quand même comme manière de dire. Il y a un plan qui est génial, par exemple, il y a un plan qui est super drôle. Donc il y a la méchante Charlize Theron qui arrive blessée à la porte, qui tape à la porte, qui gratte à la porte comme un pauvre chat. Et tu vois, là t'as fini qui ouvre la porte et il fait un truc génial. Et je me dis putain, c'est génial parce que au désign sonore ils ont pensé à ça. C'est-à-dire qu'il la plaque contre genre l'entrée, tu vois, le l'auvent de l'entrée, et il tape à côté d'elle, tu vois, sur l'espèce de façade en bois, quoi. Et t'entends le bruit des planches qui fait et alors moi ça m'a fait je me suis dit, le mec il va venir péter sa propre baraque tellement il est énervé. Il y a plein de petits détails très drôles. Il y a quelques gags qui marchent. Il y a quand même des trucs qui fonctionnent. La séquence avec la baston dans la base secrète qui s'achève sur peut-être la meilleure idée du film. Donc, Michel Rodriguez qui essaye de s'échapper. On ne révélera pas où elle se trouve. La manière dont c'est amené en termes de montage, là il est nickel. Ça avait été ça tout le temps, j'aurais adhéré vraiment complètement, quoi. Mais moi je trouve que ça reste encore du film, justement, c'est-à-dire qu'il y a des moments j'avais l'impression de regarder le début de Team America, Police du Monde. Ah oui, c'est-à-dire notamment la scène à Rome, c'est-à-dire le côté pour les Américains, l'étranger c'est un terrain de jeu. C'est-à-dire que tu détruis des villes. Après, c'est vrai, pour les Américains, l'étranger est un terrain de jeu. Ils disent aux infos, il n'y a pas eu un seul mort à Rome. Tu vois les images, il y a des immeubles qui sont soufflés, quoi. Évidemment qu'il y a eu des morts. Évidemment, genre 4 km, le truc est rasé. Évidemment qu'il y a eu des morts. Heureusement que le Vatican était vide à ce moment-là. Et puis c'est pareil, tu vois, il n'y avait pas eu de mort. Les civils, on n'a pas le droit de tuer. Alors par contre, les hommes de main masqués, là, tu croques et puis voilà, quoi. Alors on ne sait pas trop bien s'il les tue tout le temps ou pas, ou s'il les immobilise. Il leur casse le cou, quoi. Bon, voilà, enfin, c'est oh là là, mon Dieu, quoi. Je veux dire, c'est bon. Bref, je peux pas dire que je me suis emmerdé. Je peux pas dire non plus que j'ai été, que j'ai fait. Waouh, c'est vachement bien. C'est quand même vachement bien. Je crois que effectivement l'effet Fast 5, malheureusement, je l'ai loupé et je ne le trouverai, je pense, jamais. Donc je suis pas certain que j'irai voir la suite. On fera une intégrale de la saga un jour, Erwan. Ouais. Une fois qu'elle sera achevée. Voilà, on se reverra tout d'un coup. Avec de l'alcool alors. Parce que... Mais oui, avec des coronas, bien sûr. Ah non, pas avec des coronas, avec de l'alcool. Ah, toi, t'es plus bière belge comme Kurt Russell dans le set. Et vous imaginez, ça va faire parce que une journée entière, non-stop, quoi. Ah non, non-stop, moi je pense que je deviens fou. Tu fais quoi le 7 juillet, Jean-Baptiste? Je pense que je deviens fou. Je pense que je peux plus entendre un moteur de voiture sans faire une crise. Je pense. Si je me donc c'est Fast 10 de Louis Leterrier actuellement dans vos salles, bien évidemment, et nous continuerons à parler de la saga Fast and Furious jusqu'à ce qu'elle s'achève. Jusqu'à ce que Vin Diesel meure. Ah bah là, s'il meurt, mon Dieu, mais la saga va s'en trouver tourneboulet. Ah ouais. Il y aurait ils le mettront avec l'hologramme de Paul Walker et puis voilà. On va quitter la famille de Vin Diesel, mais on va continuer à parler.
T'as perdu, MacGigi. Tes armes ne peuvent rien contre moi. Nous allons prier. Notre Père, qui es aux cieux. Ça suffit! Que ton nom soit sanctifié. Toi, la ferme! Que ton règne vienne. Ta mère suce toutes les bites de l'enfer. Ok. Suce donc ça. En attendant Godard sur Synapse, et donc c'était Anna Bendo, extrait de la bande originale de Fast 10, suivi d'un extrait de Scary Movie 2, donc des frères Wayans. Et donc l'exorcisme, il en est question, et des vulgarités aussi à l'occasion de la sortie donc de l'exorcisme du Vatican, The Pope's Exorcist de Julius Avery, réalisateur de Overlord, film de zombies de Seconde Guerre mondiale, et du tout pourri Le Samaritain avec Sylvester Stallone il y a un an, et qui donc là est based on a true story sur l'histoire c'est vrai, sur l'histoire du père Amorphe, exorciste officiel du Vatican le père Amorphe, ouais. De 1986 à 2016, donc il a pris sa retraite récemment, et qui revendique je crois 20 000 exorcismes diverses et variés, et qui là donc prend part au début de sa carrière, on peut dire, d'exorciste officiel du Vatican, sous les traits de Fat Russell Crowe, qui est formidable parce qu'il s'est fait la gueule à Orson Welles. Il a une grosse barbe, il a mangé beaucoup à Rome et en Irlande aussi, parce que sans le film... Il n'y a pas un plan qui tournait à Rome à part 2-3 plans en drone. Oui, sinon le reste c'est quand même donc tourné en Irlande, parce que c'est marrant au début et c'est censé se passer en Espagne, donc on y croit vachement déjà. Et donc lui il est super balèze pour faire des exorcismes, même s'il est pas dupe, il sait très bien que 98% du temps c'est juste des mecs qui fabulent, qui ont des problèmes mentaux, mais 2% du temps le mal est vraiment en eux. Et là il est appelé parce qu'en Espagne il y a un gamin dans une maison, ancienne église abandonnée, où il s'est passé des trucs chelous, tout d'un coup il commence à faire n'importe quoi. Le gamin il a 10 ans, il parle avec une voix comme ça. Et là ils disent ah c'est pas normal. Alors qu'est-ce qu'il fait Russell? Il prend sa mobilette, il prend sa Vespa. Et il va de Rome en Espagne en mobilette. Parce que c'est possible, mais il le fait hyper vite. Comme quoi, les Vespa, c'est pas de la merde, c'est quand même de la bonne gamme. En moins de 24 heures. Et là, boum, il se ramène, il tombe sur un jeune prêtre puceau, renifleur de culotte. Ils se disent, bon alors, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon Dieu, mais en fait, c'est un sacré vrai gros démon qui est là. Et donc là, Russell, qu'est-ce qu'il fait? Il se met de l'eau bénite sous les bras et il se prépare à aller se taper contre le méchant. Évidemment, ça va partir en sucette. De là, on part sur un film d'horreur hyper générique, avec des effets d'horreur hyper génériques aussi, qui ne fonctionnent pas vraiment, mais qui sont sympathiques, jusqu'à partir dans le grand guignol et quelques astuces de scénario qui auraient pu être intéressantes, mais qui sont lâchées en cours de route parce que ça aurait demandé de faire un vrai film, et du coup c'était un peu trop compliqué. Mais heureusement là-dedans il y a le personnage donc de Russell Crowe, qui est truculent comme tout, qui n'aime rien de mieux que de faire des blagues aux bonnes sœurs, de raconter n'importe quoi, limite de rôter en parlant, et de jouer n'importe comment. Et ça dépend aussi beaucoup de votre tolérance au Fat Russell Show. Moi personnellement je suis très client, j'aime beaucoup quand Russell fait n'importe quoi. Moi. Je l'ai trouvé un peu en dessous, justement, je l'ai trouvé un petit peu sur la réserve. Dans la retenue, à part quand tu fais coucou, voilà, mais à part ça, il est un peu... Et la fin. D'autant qu'il est lié quand même... Dark Fat Russell. D'autant que quand même, on peut dire qu'il est lié de manière plus ou moins télépathique au pape, incarné par Franco Nero, qui alors là ne fait strictement n'importe quoi, mais il gerbe sur un cardinal. Alors Thibaut... oui, c'est vrai. Alors Thibaut, ce film, vous qui aimez bien les films d'horreur, il est Italie. Oui, alors on parle beaucoup dans cette émission d'excellence éditoriale, de gestes de cinéma, de propositions de cinéma. Voire de dispositifs. De dispositifs. On arrive même à théoriser sur la saga Fast and Furious. Et bien tout ça ne se retrouve pas. Et ben putain, là on est comme des cons, parce que le film est tellement con que en fait on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais c'était quand même étonnamment sympathique. Pour autant, le film reste sympathique parce que il n'y a pas trop de problèmes de rythme. Le film fait 1h40, ça passe plutôt pas mal. Il y a Fat Russell, Russell Crowe, c'est comme toi, dès qu'il apparaît à l'écran, j'ai un capital sympathie qui direct se met peut-être pas à 10, mais on est sur un petit 7-8, voilà. On irait bien manger un petit kebab avec lui, quoi. Exactement. Et il dirait pas non. Il en prendrait 2. Voilà, et boire un verre de mauvais vin australien également. Mais là, hélas, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a bien entendu les convocations à l'exorciste de William Friedkin, qui en fait c'est l'alpha et l'oméga du film d'exorcisme, mais bon là qui est peut-être d'ailleurs le seul vrai bon film d'exorcisme, parce que globalement c'est un sous-genre qui n'a jamais vraiment pris et qui tourne assez vite en rond. Mais là tu vois
Oui. Entre la On voix, prend pas tout le les temps. mutilations corporelles, et puis moi, ce qui m'a achevé, c'était quand l'adolescente en fait devient araignée là. Bon bah voilà, ça reprend la descente, classique. ça reprend la descente des escaliers du film de Friedkin. Donc là, t'en peux plus. Et puis aux 3/4 des films, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui aurait pu se passer, pardon. C'est le qui rapport aurait dû se passer. Qui aurait dû se passer, c'est le rapport à l'Inquisition. Alors Ils vont ça, dans les bas-fonds un petit peu. hallucinant, ce Ils vont dans truc. les bas-fonds de cette C'est une super église idée. couvent désacralisé, maison truc muche. Et ah oui, puis je reprends l'Exorciste aussi, le petit talisman qui fait ressurgir le mal avec des effets sonores qui rappellent le film de Friedkin. Enfin bon bref, c'est pas possible. On dirait plus l'Exorciste 4 de Rainier Harlin. Mais oui, voilà. Ouais, carrément. Mais en fait, il y a ce C'est un bon truc. film. Aux 3/4 du film, il y a ce truc qui se passe sur l'Inquisition, comment le diable a manipulé un peu le truc et tout. Et tu dis putain, voilà, là il y a un truc. Et puis en fait, on Si ça, on va passer à On autre va chose. passer à Parce autre que chose, c'est vite quand même fait, bien vachement trop fait. compliqué. Parce qu'au final, il y a des instruments de torture, il y a des caches. Tu te dis, il va y avoir un truc. Et puis même à la fin, voilà, avec ces instruments qui sont en amorce de plan, tu te dis il va y avoir quelque chose, et en fait le réel il n'en fait rien. Non. Parce que quitte à partir dans le Grand Guignol Est, faire juste foutre qui une fait- meuf à poil pleine de sang Voilà. qui va se ramener vers le. parce qu'il veut vers le partir sur du prêtre Grand puceau. Guignol Est, mais en fait au final il n'utilise pas les outils qui sont dans son propre décor. Donc en fait c'est même pas déceptif. Là c'est complètement con de pas arriver à C'est faire du sabotage. de pas arriver à faire ça. Et du coup c'est dommage. C'est d'autant plus dommage que le film aurait pu enclencher quelque chose, parce que limite à la fin, avec ça va partir à moitié en buddy movie. À la fin, ça convoque bien évidemment une suite. Ah bah oui. Plusieurs, parce qu'il Parce qu'il y a 190 Il en reste- vieux. il en reste 190. Donc, 198. On est sur une C'est ça qui est pure terrible, c'est saga. que le film doute même pas de lui-même. quoi. Ah oui, non, C'est- c'est- ils prennent pas de Et en fait, réflexion. achevé ça. Hein, là. Et en fait, c'est dommage parce Avec que des petites touches de peuple qui sont sympathiques, tous les geeks du Vatican. Non, mais moi, avec je leur comprends. capuche. Ouais, si, à on un dirait moment, Van Helsing. si de Steven il y a les Sommers, violentes moins femmes bien. dans la bande originale, donc c'est Ouais, sympa. enfin, mais, moi je comprends pas. mais bon. C'est un film qui est hyper daté, quoi. Je trouve. Il y a quoi. 3 décors, ça en fait des caisses sur la photo. Ah Alors, ouais, laisse tomber. Non mais attends, Il l'exploite pas, donc Non, ça mais- sert à rien. De toute quoi. façon, alors, moi en plus, vous allez me dire que je suis pointilleux, mais alors moi je suis désolé, quoi. L'Espagne tournée en Irlande, le château qui ressemble à un château gothique, mais que tu trouves un château que tu trouverais jamais en Espagne. Il y a aucun château en Espagne qui a cette Notion architecture-là. bourgeoise de la géographie. T'y crois pas une seconde. Enfin, moi j'y croyais. Dès que j'ai vu la baraque de l'extérieur, j'ai dit ok, d'accord, c'est mort. Tout va se passer à l'intérieur. On va avoir 4 décors en studio, puis ça va être fini, quoi. Et bah oui, c'est un C'est peu ce qui se exactement passe. ça. C'est un petit peu ce qui se C'est passe. chipouille, 10 000. Ah, c'est chipouille, ouais, Ouais. c'est chipouille. Bah, tout est parti dans les mignonnettes de Russell Crowe, quoi. Tu vois, tu sens bien, quoi. Alors, Russell Crowe, il est mignon, hein, il est gentil, hein, Russell Crowe, hein, mais c'est vrai que là, moi, je trouve qu'il est un peu en sous-régime. J'aurais préféré qu'il surjoue plus, quasiment, tu Ah vois. oui, on serait qu'il- plus amusé. c'est Voilà, c'est qu'il en fasse plus des caisses. Comme dans Van Helsing. alors, en plus, il y a des. Non. Comme dans La Momie, ce film tout pourri d'Herbert Kurtzman avec clair. Tom. Voilà, oui, il cabotine vraiment comme un cochon. Voilà, c'est marrant. exactement. Et j'aurais préféré ça. Et alors, le truc, c'est qu'il y a aussi, alors pour moi, il y a des. Alors, c'est un film, il y a dû y avoir des coupes, c'est pas possible, quoi. Parce qu'il y a des raccourcis scénaristiques, moi, je trouve qu'ils sont complètement dingues. Alors, déjà, il y a un truc, moi, je comprends pas. Et alors, moi, je suis désolé, hein, les films d'horreur, pour il faut que ça tienne debout, quoi. Parce que je veux bien qu'on me fasse croire qu'il y a des gens qui grimpent au plafond, machin, tout ça. Mais il faut que ça tienne un minimum debout. Là, il y a donc la mère et la fille. Le gamin, il est possédé. Bon, le gamin, assez. Il est jamais attaché, le gamin. Non, mais là, voilà, il est non, mais- poussé. non, il pense à l'attacher arrivé aux 3/4 du film, quoi. Quand il se met à mordre Non, les mais gens. au-delà de ça, donc Fat Russell, qui est censé avoir fait des exorcistes, qui est censé être le putain d'exorciste du pape. Moi, la première chose que je fais, une fois que les premières crises sont là, c'est que les 2 filles, je les exfiltre. Je les laisse pas dans la maison. Et surtout, il passe son temps à les bricoler des trucs. Alors, généralement, avec le prêtre puceau, laissant les filles derrière, qui sont elles complètement paniquées, qui sont Tu serais pas en traumas. train de dire qu'il est Non mais voilà, responsable, qui des sont fois. traumas, qui comprennent pas. C'est-à-dire que les 2 seuls qui comprennent vaguement ce qui est en train de se passer, ils passent leur temps à se barrer, laissant des gens qui ne comprennent rien à ce qui se passe et qui sont donc en état de fragilité derrière eux, quoi. Et donc il y a C'est une belle métaphore de l'Église catholique. Ah bah oui, bah là pour le coup, oui, parce que franchement, la pauvre gamine et la pauvre mère de famille, alors déjà qu'elles n'ont pas grand-chose à jouer, les deux actrices qui sont pas mauvaises hein, par ailleurs, mais elles ont rien à jouer. Quoi. Avec le sosie de Carla. Oui, il y a un le solide petit peu, Carla, oui. effectivement. Et voilà, tu vois, enfin, je veux dire. Carla, si tu nous écoutes. Et pareil, le prêtre puceau, bon, il est mignon, hein, mais il sert à rien, t'y crois pas. C'est un renifleur de culotte. Voilà, t'y crois pas. Alors bon, après il y a le gamin. Alors, voilà, le gamin, mais bon, le gamin en fait des caisses, quoi. Tu sens qu'il est très très content de dire des C'est insanités. surtout- Bon, vous avez voilà. remarqué Le mec qui fait la voix du gamin possédé, c'est Ralph Ineson qui jouait le tueur dans Misanthrope. Oui, que j'ai pas vu. Ah oui, ah bon, tu l'as pas vu? Ben non. Ah merde. Ben non, j'étais pas là le jour où vous en avez Ah oui, parlé. c'est vrai. Pardon, autant pour moi, c'était Mais pas non. toi. C'était bien d'ailleurs Misanthrope. Oui, c'est super bien. Ah bah merde, Je j'aurais dû me faire recommande. d'aller voir ça. Oui. tiens. Non, mais il y a des artifices de direction d'acteur, mais c'est pas possible. Le gamin,
En fait, quand tu le remarques, tu ne vois plus que ça. Son seul jeu, donc il a son sourire démentiel et il dodeline la tête de droite à gauche. C'est ridicule. Quand t'as capté ça, on dirait un pantin. C'est un pantin. Il fait ça tout le film. Pantin de rien. Quoi. Tu fais évoluer pareil, ton voilà, jeu. les effets de désarticulation du corps, notamment sur les corps féminins avec la fille. Ça, j'ai vu ça, mais 100 millions de fois. Pas 1 milliard de fois, il n'y a rien. Et en fait, ce qui est vraiment douloureux. Intéressant à regarder. Et ça fait pas peur, en fait. C'est un film qui fait pas peur du tout. Alors, moi qui suis une flippette, rien, pas un moment. Moi, parce que tu vois tout arriver gros comme une maison. C'est clair. Gros comme Russell. La vraie douleur, c'est qu'on a beaucoup parlé de les choses un peu volées à l'exorciste ou qui essayent de refaire l'exorcisme. Dès le début, le générique. La police de caractère, c'est la police de l'exorciste. Moi je vois le truc, je dis, tiens, ça s'inscrit dans le lore de l'exorcisme. J'étais parti là-dedans, je savais pas en fait que ça s'inscrivait dedans. En fait, pas du tout. Mais surtout, la comparaison, mais je veux dire, c'est même pas possible. J'ai jamais vu un film aussi pauvre en termes de mise en scène. Enfin, ça fait bien longtemps. Le moment où on découvre que le gamin est possédé, qu'est-ce qu'il fait un tilt de caméra. La caméra qui est à l'horizontale et qui va passer à la verticale. Oh, quelle idée de mise en scène géniale. Quoi. Non mais sérieux, on se moque de qui quoi. Alors l'idée scénaristique. Alors pareil, sur le coup, tiens, c'est original. Et puis après, mais 2 secondes après, je fais non mais attendez, en fait l'église est en train de dire non mais l'inquisition c'était pas nous en fait, c'était le diable, non on y est pour rien. C'est la bondieuserie, mais c'est une blague quoi. Et le révisionnisme catholique. Ça aurait pu être rigolo. Et en plus le truc le plus incohérent, c'est que tu dis genre l'église a voulu cacher le fait que c'était pas de leur faute. Alors, du coup, ils préféraient passer pour des fils de pute. C'est ridicule, ça tient pas. Surtout qu'il y avait une piste, alors j'ai mal compris le film, mais il y avait une piste où, pour moi, tu vois, tout le truc avec le pape, avec Franco Nero, c'était censé aboutir au fait que le pape allait être possédé par le démon et que du coup, il allait faire régler. Là, ça aurait été fun, quoi. Et là, je me disais, ok, d'accord, la suite, ok, ça a pété maintenant, c'était que le commencement. Ça aurait été Russell contre le pape. Parce qu'en plus, il y a des scènes, voilà, il y a une espèce de montage parallèle, comme de montage alterné. Tu dis, il va se passer quelque chose, ça va payer, puis ça paye pas, en fait. Le pape, il bosse, mais visiblement, il a pas de bureau. Il bosse dans sa chapelle avec il est obligé de bosser dans sa chapelle et des énormes bouquins. Il est obligé de bosser dans sa chapelle. Vous avez pas assez de décor. Non mais c'est indigent en fait quoi comme film. C'est en termes d'écriture, en termes de mise en scène. Mais qui sur la fin essaye de partir un peu comme dans Overlord de son film précédent, de repartir sur les trucs un peu grand guignol avec des gerbes de sang, des mecs qui font. Mais c'est pauvre finalement, il y a quasiment rien. À la limite. Avec des bouches qui se déforment, des machins, des trucs. Il assume son truc, ok, mais là il l'assume même pas en fait. Enfin, t'as dit que ça passait tout ça, mais moi l'ennui mortel quoi. J'ai cru que j'allais arrêter quoi. C'est pas possible. Moi je ricanais suffisamment pour que ça soit. Ouais, c'est pas ça me tienne. C'est-à-dire que je faisais. C'est con ça. Ça c'est débile. Ça. Et pourquoi ils font ça? Pourquoi il fait ça? Tu vois, voilà. Et là c'est pas bon. De toute façon, voilà, quand je commence à faire des commentaires, quand j'ai plus de questions que de réponses dans un film, c'est pas bon signe. Pourquoi cet accent italien? Donc tu veux dire que pourquoi cet accent italien? Quand il parle anglais, il a un accent italien, mais quand il parle italien, d'un coup il a plus d'accent. Moi j'aime beaucoup cette exigence de jeu chez les comédiens. Voilà, c'est clair. Et là, t'y crois pas du tout, quoi. Enfin, et puis cet artifice qu'on a vu 1 milliard de fois dans tous les films d'exorcisme, ils vont pas le refaire. Tous les films. Russell Crowe qui dit à l'autre, n'écoutez surtout pas ce que dit le démon, il faut pas prêter attention à ce qu'il dit. Et ils écoutent tous. Ils sont tous piégés, ils vont étrangler le gamin. Mais enfin, mais c'est pas possible. C'est pas sérieux. Un peu de sérieux, voilà, merde. Quoi, et alors, cette séquence d'ouverture que je n'ai pas comprise, parce que moi je pensais que le film allait être un revenge movie du démon. Je dis, ok, ça va être marrant. Pas du tout. Cette séquence ne sert à rien. Non, ça présente le personnage, quoi. Mais... Alors, est-ce que ça voulait dire que c'était dans le gamin au départ, le jeune homme au départ, est-ce que ça voulait dire qu'il était vraiment possédé? On sait pas en fait. En fait, on s'en fout. Mais on s'en fout. À la séquence du procès avec tous les évêques qui lui parlent. Mais là, il y avait des jeux de pouvoir qui pouvaient être intéressants. Des trucs cool. Il y a tellement de films qu'on peut faire. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Un film bourré de potentiel. Moi, j'aurais fait un film sur un exorciste, sans exorcisme. Mais sur qu'est-ce que c'est qu'un exorciste, justement, au XXIe siècle, avec les trucs politiques. Moi, j'aurais fait un film d'espionnage. Oui, mais c'est moins drôle. J'aurais fait un film d'espionnage à l'intérieur du Vatican. J'ai pas vu le Conjuring 3, mais apparemment, c'est ça le sujet. Et je pense que c'est celui où il y a la méchante nonne. Non, ça c'est le 2. Le 3, il y a vraiment une histoire de procès. Parce que en fait, ça aussi, c'est une franchise où je connais des trucs, mais j'ai jamais trop suivi en fait. Donc ça fait peur Conjuring JB? Ah oui, mais c'est même pas. Jamais je vais voir ça. Jamais je regarde ça enfin. Le 1, c'est une ode à la famille. Le premier est vraiment chouette. Même le 2 est cool. Le 2 est un peu trop. Tu sais pas trop sur quel potard il danse. Le 2. Un peu grandiloquent. Voilà, grandiloquent. Mais le premier est super efficace. C'est vachement bien. C'est qui Conjuring? James Wan. Ah bah voilà. Tu sens dès qu'il y a un mec derrière quoi. Là l'autre, j'ai déjà oublié son nom. Julius Avery. C'est pas le frère de Tex, je veux dire. Overlord, c'était un film qui était une série B. Bon voilà, ça disait pas autre chose que je suis une série B quoi. Et puis le truc c'est que quelque part t'avais des acteurs qui étaient un peu meilleurs parce qu'Overlord dans mon souvenir c'était des acteurs britanniques.
Et bon, les acteurs britanniques, tu peux leur faire jouer un peu tout et n'importe quoi. Sauf Colin Firth, il reste nul. Oui, mais il est très bien, Colin Firth. Non, j'aime pas Colin Firth, il est fadasse comme ça. Mais non, il est très bien, très bien. Bon bref, on va pas partir sur Colin Firth. Mais voilà, c'est ça le truc, c'est que moi je trouve aussi que du côté des acteurs, ce côté acteur américain qui joue en Europe, moi j'ai vachement de mal. Il est australien. Ouais, oui, non, lui, oui, mais les autres sont plutôt britanniques ou plutôt. Mais ça joue pas génial. Enfin, ils sont pas super bien dirigés. Je pense qu'il aurait pu faire quelque chose pareil avec la mère et la fille. Moi, je pense qu'elles sont pas si mauvaises que ça, mais elles sont pas du tout exploitées. Enfin, il y a le clicheton de l'écriture de la fille. Enfin, mais voilà, la fille est clichetonesque à mort. Enfin, c'est bon. Excusez-moi, la famille. De toute façon, faut arrêter. Je sais pas pourquoi on parle de ce film, en fait, c'est juste pas possible. On va s'arrêter donc là. n'allez pas les voir, c'est une merde. The Pope's Exorcist, l'exorciste du Vatican de générique de fin Avery. qui en fait des caisses. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, le générique de fin qui te fait croire que t'avais un truc qui était vachement effrayant, quoi. Alors que tu fais non. Donc voilà, actuellement dans vos salles, hein, voilà, si vous voulez ne pas frissonner. On va s'arrêter là, on va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la Nous plus sommes grande des merde des merdes. Les coups de cœur carrément Florent. Alors moi ça va être Nobody Knows de Koreeda, cinéaste que j'admire énormément. Et ici peut-être à son paroxysme, derrière la tendresse, il y a toujours une intolérable cruauté et une tragédie hallucinante de noirceur. Merci. Voilà, donc tout ça vend du rêve. Ouais. C'est un film absolument magnifique, mais pas du tout feel good, mais feel good contradictoire, paradoxal. Enfin, c'est hallucinant. Merci docteur, un peu de tourisme pour continuer ? Oui, ben moi ce sera le musée maritime d'Amsterdam sans transition, un très beau musée que j'ai eu l'occasion de visiter récemment avec des très jolies figures de proue et une salle de cartes marines, de cartes géographiques de toute beauté. Moi qui suis très fan des cartes, voilà, qui suis très très fan des cartes anciennes, et ben écoute, j'ai été comblé. C'est un très très beau musée, c'est un très beau bâtiment, une super muséographie, il y a des expos de photos et tout ça qui étaient vachement bien. Enfin, vraiment très bon. Donc le musée maritime très beau d'Amsterdam. Musée. Exactement. JB, mon ami, vous allez me faire plaisir. Bon, on continue le voyage. Je commence à mettre mon nez dans le cinéma indien. Oui. Et donc, la découverte extraordinaire de Ega de S.S. Rajamouli. Juste, meilleur film que j'ai vu depuis au moins 3 ans, je pense. C'est incroyable. Ça part sur un postulat qui a l'air très classique. Et au bout de 40 minutes, il vrille complètement. On va pas raconter ce qui se passe. Je pense qu'il faut vraiment le découvrir. Vous voyez au moins la bande-annonce. Faites confiance. Voilà, franchement, c'est un des trucs les plus incroyables que j'ai vu sur un écran avec des parties pris de mise en scène où tout passe par la mise en scène. C'est incroyable. Il nous fait comprendre les enjeux qui sont pourtant. Quand le film vrille, on se dit mais comment il va nous faire comprendre que les personnages comprennent ce qui se passe. Et en fait, il fait tout passer, pas par le dialogue, pas par la voix off, par des choix de cadre, des mouvements de caméra, parmi des séquences d'action les plus hallucinantes que j'ai vues. C'est extraordinaire. Et je le mets un peu à égalité avec les Bahubali que j'ai découvert récemment aussi de Rajamouli. Ce sont les films qu'il a fait après, avant Triple mortel, vraiment mortel. Exactement, vous me faites plaisir, mon ami. Alors moi, dans un tout autre genre, parce que je suis un esthète, ce sera le film italien de 1963, Le terroriste de Gianfranco De Basio, avec un tout jeune Gian Maria Volonté, déjà dans les bons coups. Donc le film sur des jeunes gens qui vont tuer des nazis en Italie en 1943, donc film de terrorisme. Film de partisans. Film de partisans, effectivement, et qu'est-ce que c'est que l'engagement pour aller jusqu'à poser des bombes contre l'oppression, donc c'était hyper chouette. Merci messieurs, merci beaucoup Jean-Baptiste d'être passé nous voir. Si la famille, ça fait toujours plaisir. Voilà. Rendez-vous dans du coup 2 ans. 2 ans probablement, voilà. Merci Valentin à la mise en son de cette émission. Prochaine émission, prochaine édition. Ah ciao, bonsoir. Dans un couloir. Salut.